Bonjour tout le monde, comment allez-vous? La famille, les amis, les gameplays, les killcams, j'espère que ça rentre. Écoutez, moi ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 6. On va parler d'un tueur en série français, Gilles de Rais. Il fut un enfant donc d'une grande intelligence, Gilles de Rais. Il parlait couramment le latin et ses parents donc avaient divisé son éducation entre discipline militaire et développement moral et intellectuel. Donc à l'âge de 11 ans, ses deux parents meurent et donc Gilles et son frère partiront vivre chez leur grand-père. C'est à peu près comme ses parents, il était très strict. Donc il va tenter d'arranger par la suite un mariage pour 12 ans entre Gilles et donc une jeune femme nommée Jeanne, l'une des plus riches héritières de Normandie. Et lorsqu'il vit son plan échouer, le grand-père de Gilles se rabattra sur une autre femme qui était nièce du duc de Bretagne. Le 30 novembre 1420, il augmentera considérablement la fortune de son petit-fils en le mariant à une héritière de Vendée. Il deviendra plus tard l'héritier d'une fortune qu'il réussira à multiplier grâce à plusieurs héritages et à son mariage. Baron de Bretagne de moyenne noblesse, il se distinguera dans le maniement des armes, surtout en 1429, année durant laquelle il combattra aux côtés de Jeanne d'Arc et prendra Orléans avec elle. Le 7 mai 1429, à l'âge de 25 ans, il sera sacré maréchal de France. Il possédera même, pendant un temps, la plus grosse fortune d'Europe. Donc la perte de ses richesses commença dès l'année 1429. La guerre avait occasionné d'immenses dépenses, et même s'il pratiquera le brigandage, donc cela s'avérait être insuffisant pour lui. Alors il va commencer à vendre des propriétés lui appartenant, il avait plusieurs châteaux, donc des choses occupaient l'esprit de cet homme et semblaient lui coûter beaucoup d'argent. Le premier était sa propre chapelle, la chapelle des Saints Innocents. Donc cette chapelle, d'après ses proches, contenait un luxe incroyable, digne d'un roi de France. Pour cette chapelle, il sélectionna les enfants de cœur les plus séduisants, André Buchet, qu'il compromit sexuellement, qui par la suite se retrouvera impliqué dans ses crimes. Son autre projet était la représentation d'une fresque, dans laquelle un personnage le représentait avec près de 650 rôles et de nombreux décors. Le coût de ces représentations était astronomique. À l'heure actuelle, donc, il n'existe aucun portrait de Gilles de Rais effectué de son vivant. Toutes les photos que vous pouvez trouver sur lui, elles ont été peintes bien longtemps après sa mort, et même sa date de naissance est floue et même inconnue. Donc un voile de mystère demeure donc à tout jamais sur le compagnon de Jeanne d'Arc, qui est encore à l'heure actuelle le plus prolifique tueur en série français. Il va monter un clan d'assassins, donc Gilles de Rais tuait en chaque résidence qu'il possédait, c'est-à-dire la maison de Suse à Nantes, les châteaux de Tiffauges, et le plus connu, celui de Machecoul. Pour son plaisir et selon sa volonté, il faisait le plus de mal qu'il pouvait. Tel un monstre assoiffé de sang, ses griffes se refermèrent comme des mâchoires sur de jeunes garçons qui avaient eu le malheur de demander l'aumône. Vers 1432, Jeannot, âgé de 9 ans, disparaît alors qu'il gardait des bêtes. Une mère se plaindra également le même jour de la disparition de son fils de 8 ans. Chaque fois, un même personnage est évoqué. Il est vêtu d'un long manteau noir et d'un voile sur le visage. Donc lors du procès de Gilles de Rais, ce personnage sera reconnu comme Gilles de Sillé, l'un de ses complices. Un second personnage doit être évoqué, il s'agit de Poitou. Poitou, il entrera au service de Gilles de Rais et sera en 1437, donc l'équivalent de son valet de chambre. À la demande de Gilles de Rais, il égorgeait souvent les victimes. Un troisième homme également, Henri Aigriard, il sera mis au courant des agissements du maître par Poitou. Mais en 1437, on peut voir que ça marque aussi l'année de son retirement à Gilles de Rais après une carrière militaire exceptionnelle. Il goûte au repos dans son château de Machecoul. Donc un jeune enfant va alors disparaître et Gilles semble maintenant consacrer son temps libre à une élaboration de meurtre. En octobre 1437, Gilles de Rais demande finalement à Gilles de Sillé d'enlever d'une tour se situant proche de sa forteresse les ossements de 40 enfants qu'il aurait tués afin de les brûler. Plusieurs enfants continueront alors à disparaître, mais en pleine période de guerre, l'insécurité était omniprésente, personne ne pouvait prévoir un tueur fou, et encore moins suspecter ce bon vieux maréchal de France, qui était Gilles de Rais. Le 15 mai 1440, les preuves de ces crimes furent découvertes. Ses complices, Poitou et Henriet, seront arrêtés le 15 septembre 1440, après les conclusions d'une enquête parallèle. Plusieurs témoignages prouvèrent au juge qu'il existait des motifs suffisants pour établir la culpabilité de l'accusé. Gilles de Rais reconnaîtra alors plus tard les accusations portées sur lui. Donc son nombre de meurtres à Gilles de Rais, il est généralement estimé entre 80 et 200. Certaines personnes s'accordent même à dire
que le maréchal serait à l'origine de plus de 600 victimes. Donc on découvrira par la suite que les victimes étaient âgées de 6 à 18 ans et que le tueur s'en prenait aussi bien à de jeunes garçons qu'à de jeunes filles. Lors de son procès, les deux complices déclarent se souvenir d'avoir livré chacun une quarantaine d'enfants à leur maître avant de les assassiner pour assouvir des fantasmes sexuels. Il les accrochait parfois avec ses propres mains par le cou avec des cordes ou des crochets provenant de sa chambre. Puis il les relâchait finalement afin de les soulager pour leur faire croire qu'il avait simplement voulu jouer avec eux. De cette manière, les enfants ne pleuraient plus. Ensuite, il les tuait rapidement et les faisait démembrer par l'un de ses nombreux complices. Souvent, il exposait les entrailles à l'air libre ou écrasait les têtes à l'aide d'une massue armée de clous qui lui permettait de profiter de la vue du sang, qui l'amenait souvent à son plus haut degré d'excitation sexuelle. Donc lors du procès, Poitou confirma que lui-même ne perdait rien de l'agonie de ses victimes. Gilles de Rais a parfois blessé ses victimes gravement avant de les tuer, mais cela restait rare. Donc d'autres fois, il les sodomisait après les avoir accrochés à un arbre ou encore d'autres fois après leur avoir tranché la gorge. Il se masturbait sur les veines du cou afin que le sang gicle de partout. On pourra préciser que quand les enfants étaient morts, il les embrassait et donnait à contempler ceux qui avaient les plus belles têtes et les plus beaux membres. Ensuite, il faisait cruellement ouvrir leur corps et se délecter de leurs organes intérieurs. Donc de plus, il avouait que quand un enfant mourait, il s'asseyait sur son ventre et prenait plaisir à le regarder mourir tout en riant. À la fin de cette orgie, ses serviteurs nettoyaient le sang frais et les salles du château, tandis que Gilles de Rais allait se reposer. Les cadavres étaient ensuite brûlés dans une vaste cheminée. Le 8 octobre 1440, cela marque le début de son jugement, et il découvre ce pourquoi il va être jugé. Acte de sodomie, assassinat, sorcellerie. Pour l'époque, cela figure parmi les pires chefs d'accusation que l'on peut s'imaginer. Donc les témoignages parlent du meurtre de 140 enfants, et d'autres au service du maréchal disent qu'ils auraient vu des actes ignobles. Donc au XVe siècle, les tortures étaient très courantes et on ne sait donc pas si les prévenus ont été molestés avant leurs aveux. Donc molestés ont été torturés. En entendant ça, le maréchal crie à la calomnie, ce qui lui vaudra l'excommunication. Ça va tellement l'atteindre qu'il va décider de tout avouer à condition que cette excommunication soit levée. Donc le 22 octobre, soit 2 semaines plus tard, les jurés et le public attendent les aveux. Gilles de Rais commence à parler et l'assistance reste muette en écoutant en détail toutes les atrocités qu'il aurait fait subir aux enfants. Des viols, des sacrifices, des tortures horribles, des égorgements, des éventrations, des éviscérations, des jeux sexuels sadiques pour des rituels sataniques. Tout ça dans l'unique but d'assouvir ses passions. Les familles des victimes sont toutes présentes à ce moment-là dans la salle. Et étonnamment, elles ne se ruent pas sur lui pour le tuer, mais au contraire, s'agenouillent et prient pour lui lorsqu'il leur demande pardon. Le jugement sera alors prononcé le 25 octobre. Gilles de Rais et ses 2 acolytes sont condamnés à être pendus, puis brûlés. De Rais accepte le jugement, mais implore la cour de lui faire 3 faveurs. Donc la première faveur est que les familles des victimes puissent organiser une procession. La deuxième est qu'il soit exécuté avant ses 2 complices, Henriet et Poitou. Et enfin la dernière, c'est que l'on retire son corps du bûcher avant d'être totalement calciné, afin d'être inhumé. Donc la sentence a lieu dès le lendemain à Nantes. Les hommes sont pendus. Gilles le premier puis sera mis sur un bûcher. On lui accorde sa dernière faveur en le retirant des flammes avant que son corps ne soit totalement réduit en cendres. Il est alors inhumé dans le monastère des Carmes. Et chose étrange, les enfants ce jour-là recevront des coups de fouet afin de se souvenir du plus grand tueur fou que la France ait connu. Après l'exécution, on entreprendra des fouilles dans les différents châteaux du seigneur de Rais. L'histoire raconte qu'on aurait trouvé 49 crânes d'enfants, mais aujourd'hui malheureusement rien ne prouve ces chiffres, ni même que les découvertes sont exactes. Et même si donc Gilles de Rais est entré dans la légende aujourd'hui sous le surnom de Barbe Bleue, il y a toujours eu un doute quant à sa culpabilité. En novembre 1992, soit 550 ans après sa mort, un tribunal se réunit au Sénat. Il était composé de parlementaires, d'experts et d'anciens ministres qui avaient pour but de réviser le procès d'octobre 1440. Chose qui a été faite, puisqu'ils ont annoncé l'acquittement du maréchal de Rais. 2 questions se posent alors. Gilles de Rais était-il innocent? Et si il était innocent, pourquoi avoir accepté d'avouer des crimes aussi atroces? À la lecture de certains livres, on comprend peut-être que Gilles de Rais aurait été victime de l'histoire. Il aurait payé cher le tribut de l'Inquisition et aurait avoué pour que ses biens restent dans sa famille. Mais même si le Sénat l'a disculpé, l'histoire garde en mémoire les atroces souffrances que le seigneur de Rais a fait endurer à ses enfants.
Il est devenu, au fil du temps, le grand méchant loup des contes de fées et l'horrible Barbe Bleue. Même si, encore aujourd'hui, l'histoire semble floue et que tout le monde semble perdu quant à sa culpabilité. Mais aurait-il été victime d'un coup monté? Telle est la question. Donc je vous laisse, je vais pouvoir retourner à mes occupations, je vais faire le montage. La vidéo sortira bientôt. Salut tout le monde, c'était Hughes.